Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 147 dans lequel on va parler de comment gagner en confiance dans sa pratique de naturopathie, comment ne plus douter en consultation. Alors je suis désolée d'avance si vous trouvez que ma voix est un peu étrange, ça fait une semaine que je suis enrhumée, j'espérais aller mieux aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Mais j'ai encore un peu le nez bouché, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ma voix est un petit peu bizarre par rapport à d'habitude, eh bien c'est normal. Mais ça n'allait pas m'empêcher de vous sortir quand même un épisode ce mardi, donc coûte que coûte, je l'enregistre. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler de cette situation que vous avez peut-être déjà vécue, que en tout cas moi j'ai énormément vécu au début de ma pratique, ou peut-être que vous sortez de consultation avec cette petite voix qui vous dit est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai dit la bonne chose ? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Est-ce que je me suis pas trompée ? Et peut-être que voilà, tout simplement vous avez peur que vos clients un peu peut-être aussi se rendent compte de cette petite voix. Moi je sais qu'au début je doutais beaucoup et j'avais très peur que mes clients en consultation le voient et se disent mais en fait elle est pas du tout sûre de ce qu'elle fait, dans quoi je me suis embarquée, et voilà. Alors bon, dites-vous bien déjà que a priori les gens ne se rendent pas forcément compte et que déjà c'est normal de douter, mais voilà, on va essayer d'aborder un petit peu cette sensation qu'on peut avoir parfois en consultation, que ce soit au début de notre pratique ou plus tard, où parfois effectivement on doute, c'est comme ça. Donc aujourd'hui on va parler de comment arrêter de douter et enfin prendre confiance en soi en consultation, en tout cas le plus possible. Avant de démarrer, je vous rappelle que cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte tous les bienfaits de la fermentation, ainsi qu'un concentré de micronutriments. Et je les remercie de soutenir une nouvelle fois le podcast. Je vous en reparle plus en détail en fin d'épisode. Donc dans cet épisode, on va voir plusieurs choses. On va voir déjà pourquoi le doute, il est normal, mais il doit être bien géré, parce que douter c'est normal, mais ça ne doit pas nous empêcher en tout cas d'agir. On va voir un petit peu quelles sont les vraies causes entre guillemets du manque de confiance chez les naturopathes ou autres thérapeutes, ça s'applique aussi à beaucoup de choses, quelle que soit un peu notre pratique. Comment on peut faire pour structurer sa consultation et éviter justement un peu de paniquer, et comment répondre aussi peut-être aux questions pièges, et puis aussi des actions concrètes pour vraiment gagner en confiance dès votre prochaine consultation. Donc déjà voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, dites-vous bien que vous n'êtes pas la seule ou le seul, vraiment moi j'en suis la preuve, l'incarnation vivante, mes premières consultations, mais j'en étais presque malade avant la consultation, c'est-à-dire que vraiment la veille je dormais pas bien, j'avais peur, vraiment c'était une sacrée épreuve pour moi. Et je sais qu'on était nombreux et nombreuses à être dans ce cas-là, donc déjà c'est normal. Et même, alors je dirais bien sûr ça s'estompe au fur et à mesure de la pratique, mais parfois ça reste quand même, on sait pas pourquoi, il y a des jours comme ça où d'un coup on va se mettre un peu à douter. Donc voilà, déjà dites-vous bien que douter c'est normal, et je dirais même que c'est presque à la limite bon signe, puisque au moins ça montre que vous voulez faire les choses bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a plusieurs choses à savoir par rapport à ça. Déjà, la première, c'est que douter, ça ne veut pas dire être incompétent. Parfois, on se dit, si je doute autant, c'est que vraiment je manque de compétences, que je suis pas à ma place, je sais pas faire et je devrais pas faire ça. Parfois, on peut vraiment partir dans ce genre de pensée. Donc vraiment, il faut savoir que, encore une fois, tous les professionnels du soin en passent par là, même après des années de pratique. Et le vrai problème, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le doute en lui-même, c'est plutôt comment vous y réagissez.
Si vraiment le doute vous bloque et vous empêche d'agir, là ça devient un frein et là effectivement c'est pas forcément très adapté et c'est un peu dommage. Moi honnêtement, mes premières consultations, j'avais tellement peur que j'avais qu'une envie, c'est que la personne annule. Alors que j'avais besoin de pratiquer, j'avais besoin de gagner des sous aussi, mais j'avais qu'une envie, c'est que la personne annule la consultation pour que j'ai pas à la faire tellement j'étais paniquée à l'idée de la faire. Donc là je me suis dit bon, il va falloir travailler dessus parce qu'en fait tu vas pas pouvoir faire toute ta pratique comme ça. Donc bon, il y a déjà un truc à savoir, c'est que le doute il s'estompe quand même beaucoup avec la pratique, bien sûr, hein, vraiment, c'est comme pour tout en fait. À chaque fois que j'ai peur d'un truc aujourd'hui, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais vraiment, à chaque fois que je doute d'un truc, je me dis mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, ou que je me sens mais 10 000 fois plus nulle que les autres, je me rappelle de comment j'ai appris à conduire. Et croyez-moi, pour moi, l'apprentissage de la conduite, ça a été un sacré périple et mon premier cours de conduite, je me souviens que j'y arrivais tellement pas que je me suis arrêtée, enfin d'ailleurs j'ai même pas réussi à démarrer, et j'ai dit au moniteur, bon je pense qu'on va s'arrêter là, je vais pas y arriver, et puis c'est comme ça, c'est pas grave, enfin pas grave, c'est embêtant, mais je dois faire partie des personnes qui n'arriveront jamais à apprendre à conduire, parce que vraiment je n'y arrive pas, j'étais paniquée, c'était hyper dur. Finalement aujourd'hui j'ai eu mon permis du premier coup, je sais conduire, alors c'est toujours pas un plaisir, on va pas se mentir, mais honnêtement j'ai réussi et voilà, et donc ça m'aide vraiment beaucoup de me rappeler ce genre de choses et de me dire que déjà le fait de pratiquer ça va enlever quand même une grosse partie du doute au fur et à mesure, en tout cas on va quand même prendre confiance. Donc l'idée c'est bien sûr là effectivement douter c'est normal, mais par contre ce qu'on doit apprendre à gérer c'est l'incertitude et surtout agir malgré le doute. Donc voilà déjà un petit peu par rapport à ça, si ça peut vous déculpabiliser et vous aider aussi à vous dire ok, je suis pas seule, c'est normal et il y a des solutions qui existent. Maintenant si on va creuser un petit peu, pourquoi effectivement on manque un peu de confiance, pourquoi on doute, pourquoi est-ce que quand on a des consultations, surtout les premières, ou si par exemple on sait qu'on va avoir un sujet un petit peu complexe, pourquoi est-ce que d'un coup on manque de confiance en nous et on doute ? Bon, il y a plusieurs éléments, hein. Là j'imagine que tout ça vous le savez un peu, mais je trouve que c'est important de revenir sur les aspects peut-être un peu plus techniques pour décortiquer tout ça et se dire ah mais en fait, mais c'était ça le problème, du coup il paraît quand même moins énorme. La premier élément, c'est bien sûr la peur de ne pas être légitime, c'est-à-dire un peu d'avoir le syndrome de l'imposteur. On se dit, et si mon client sait que je suis en train de douter, ou surtout, et si je ne connais pas la réponse, comment je fais ? Donc déjà là il y a un truc quand même à se rappeler et moi ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique, c'est de me dire que mon rôle n'est pas de tout savoir mais vraiment d'accompagner la personne. Donc déjà c'est ok de dire là honnêtement j'ai pas la réponse mais par contre je vais vous la trouver ou ça je vais aller vérifier, je vais appeler tel confrère, tel laboratoire pour faire un point sur certains compléments etc. Moi j'hésitais vraiment pas à dire ça et au contraire je trouve que ça fait presque plus professionnel de dire en fait là je ne sais pas mais par contre je vais trouver la réponse. Et c'est pas, on dit pas juste ça je sais pas. On essaie bien sûr de trouver la réponse ensuite. Mais vraiment ça aide et voilà, je trouve que c'est un truc quand même à se rappeler et c'est encore quelque chose que je me rappelle aujourd'hui très souvent quand je partage du contenu ou voilà, des fois je me dis mais attends je sais pas exactement tout sur ce sujet, est-ce que je suis légitime pour en parler? Et à chaque fois je me dis mais souviens-toi que t'es pas censé tout savoir, t'es pas Wikipédia et encore je sais pas si Wikipédia c'est tout, mais tu n'es pas censé avoir absolument toutes les connaissances, par contre ton rôle c'est vraiment d'accompagner, de transmettre quelque chose et ça tu sais faire. Donc déjà ça aide de se le rappeler. Un autre point qui peut quand même beaucoup amener à douter c'est, et ça c'était mon cas au début, c'est un manque de structure en consultation. Si jamais on n'a pas une structure assez bien ficelée et surtout qui nous correspond en consultation, on peut un peu partir dans tous les sens, on n'a pas de fil conducteur et ça nous fait douter. Et là pour le coup ça peut un peu faire douter la personne en face parce que si on part dans tous les sens dans nos questions, qu'on revient sur un truc, on dit ah attendez j'ai oublié de vous demander ça. Alors ça peut arriver bien sûr, hein. Moi ça m'arrive des fois en fin de consultation de dire ah mais attendez j'ai oublié de vous demander un truc par rapport à ça. Il n'y a pas de souci sur ça mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus le côté vraiment partir dans tous les sens et qui est pas du tout de structure et de pas savoir où on va. Bon là forcément, déjà on va avoir du mal à mener une consultation efficace et en plus de ça, même la personne en face va être un petit peu perdue et ça va vraiment nous faire douter. Donc là c'est important effectivement de suivre un cadre clair mais qui vous correspond à vous, c'est-à-dire de vraiment trouver l'anamnèse qui va vous correspondre, comment vous allez poser des questions à la personne, dans quel ordre, comment vous allez creuser etc. Comment vous allez mener la consultation aussi, moi j'expliquais aussi beaucoup aux personnes, voilà comment ça va se passer, voilà ce que je vous propose pour cette consultation
consultation aujourd'hui, on va faire ça, 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 ensuite il va se passer ça. Et en général, voilà, j'expliquais aux personnes que à la fin de la consultation, j'allais leur donner déjà un peu les pistes que je pensais suivre avec elles, mais que par contre, pour leur faire vraiment un compte rendu précis et clair, j'allais avoir besoin de plus de temps parce que effectivement j'avais sûrement besoin d'aller chercher des informations, d'aller appeler un labo pour vérifier quelque chose, pourquoi pas de demander conseil à un confrère ou une consoeur, et que je leur enverrais le compte rendu le lendemain ou dans 48 heures. Comme ça au moins les gens étaient au courant, les gens, voilà, ça montre aussi un certain professionnalisme quand on est capable aussi de dire voilà comment ça va se passer. Ça veut pas non plus dire qu'on met un cadre hyper rigide, c'est simplement on donne une direction, comme ça au moins la personne elle sait à quoi s'attendre, et nous aussi, ça nous permet aussi d'avoir un truc un petit peu plus clair à suivre. Un autre point qui nous fait douter, c'est la peur du jugement du client. On se dit souvent, mais qu'est-ce que la personne va penser si je connais pas la réponse, ou si j'ai pas l'air sûr de moi à 100%. Et pour moi, la solution sur ça, déjà, c'est de ne pas hésiter à reformuler les choses pour être sûr qu'on a bien compris ce que nous disait la personne, et surtout d'être honnête, de ne pas hésiter à dire ça, c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse, par contre, je vais creuser et je vais vous faire un retour parce que c'est hyper important, hyper intéressant. Voilà, moi-même j'ai besoin de... Voilà, ou quand les gens arrivent, au début ça m'arrivait parfois, les gens arrivaient en me disant oui, voilà, j'ai telle pathologie, un truc hyper compliqué. Et au début j'étais là, mince, je suis censée connaître toutes les pathologies du monde, là je sais pas de quoi la personne me parle, je me sens hyper bête. Et en fait, il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas médecin, donc on n'est pas censé connaître toutes les maladies, on n'est pas censé tout savoir, et même parfois les médecins, moi j'ai déjà vu plusieurs fois des médecins en consultation qui reprennent le Vidal, je crois c'est là où il y a toutes les pathologies, etc., et qui regardent des trucs, parce qu'en fait, on peut pas tout savoir. Donc au début j'étais hyper paniquée, et puis finalement j'ai compris que la solution c'était simplement de dire ok, dites-moi en plus, je connais pas cette pathologie, comment ça se passe, c'est quoi vos symptômes, voilà. Et la personne en général elle est ravie de nous en dire un peu plus. Donc il faut pas hésiter à être honnête et à dire à la personne, voilà, moi mon objectif c'est vraiment de pouvoir vous aider au mieux, on va travailler en équipe, donc voilà, si je connais pas cette pathologie, vous allez m'en dire plus, et après moi je vais creuser pour voir toutes les choses auxquelles il faut faire attention dans la prise en charge, voilà, pour être sûr de vous donner des conseils et des recommandations qui soient cohérentes. Faut vraiment pas hésiter à être transparent parce que c'est beaucoup plus... Enfin, une personne en face sera beaucoup plus touchée par quelqu'un qui est transparent et qui lui dit ça écoutez je sais pas mais y a pas de problème, on va trouver ça ensemble, plutôt que par quelqu'un qui fait comme si elle savait alors qu'en fait ça se voit qu'elle sait pas, et du coup là c'est la confusion pour tout le monde. Donc vraiment l'honnêteté c'est souvent la meilleure des solutions. Un autre point aussi qui nous fait vachement perdre en confiance, c'est la comparaison avec d'autres praticiens. Alors ça, moi au début c'était vraiment le cas, je me disais oh là là mais moi j'arrive là, je sais rien du tout, les gens ils devraient vraiment pas venir me voir parce qu'en fait il ferait mieux d'aller voir telle collègue parce qu'elle pratique depuis X années et elle sait beaucoup mieux que moi, et vraiment pourquoi ils viennent me voir, et limite je m'excusais d'avance, alors je le disais pas aux personnes bien sûr, mais je m'excusais d'avance dans ma tête en me disant oh là là mais je suis désolée d'avance parce que moi je vais pas pouvoir les aider comme il faudrait, il ferait mieux d'aller voir un ou une naturopathe qui exerce depuis 10 ans. Alors bien sûr la solution c'est évidemment j'enfonce une porte ouverte, mais c'est de se rappeler que chaque naturopathe et chaque thérapeute praticien a son approche et son unicité. On est tous différents et il y a des choses que les gens vont peut-être retirer de quelqu'un qui débute sa pratique qu'ils ne retrouveraient pas chez quelqu'un qui a pratique depuis 5 ans ou 10 ans. Parce que au début de la pratique, c'est sûr qu'on a peut-être moins de connaissances, on a moins peut-être de compétences, en tout cas on a moins d'expérience, ça c'est sûr, mais on est peut-être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus curieux, peut-être qu'on fait moins des raccourcis, des choses qu'on peut faire au bout de quelques années de pratique qui sont quand même utiles mais qui parfois nous font passer à côté d'autres choses parce qu'on se dit oh mais ça je sais, j'ai l'habitude, j'en ai déjà vu plein, donc la solution c'est ça. Alors si on avait peut-être un petit peu creusé, en fait peut-être que la solution ou la problématique de la personne c'était pas tout à fait ça, et qu'on aurait peut-être pu trouver d'autres choses si on avait fait les choses un peu mieux. Donc il faut se dire que quel que soit son niveau de pratique déjà, on est quand même capable d'aider la personne quoi qu'il arrive, et qu'il faut pas se comparer effectivement à une personne qui pratique depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, parce que c'est pas possible en fait. Si on démarre notre pratique, c'est évident qu'on n'ait pas la même expérience qu'une personne qui pratique depuis bien plus longtemps. C'est tout à fait normal, mais ça veut pas dire que c'est un défaut. C'est là où il faut vraiment se le rappeler. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les vraies causes, on va dire, du manque de confiance, on va voir un petit peu plus en détail peut-être les actions concrètes pour gagner en confiance
dès maintenant et des choses à vraiment vous rappeler dès votre prochaine consultation pour vous aider. J'en ai déjà abordé quelques-unes en réponse un peu aux causes de manque de confiance, mais là j'en ai quand même... combien j'en ai 10 à vous partager vraiment pour vous aider à gagner confiance en consultation. La première chose, bien sûr, c'est la pratique. Ça, je vous l'ai déjà dit un petit peu en début d'épisode, mais c'est bien évident et on le sait tous et c'est le cas pour absolument tout ce qu'on fait la première fois. La confiance, elle vient en pratiquant. La confiance, elle vient pas avant de commencer, mais pendant qu'on pratique et au fur et à mesure de la pratique. Donc c'est normal que les premières consultations, elles soient les plus stressantes. Donc il faut vraiment être doux avec soi-même et se dire que c'est en avançant que ça va devenir plus fluide et que c'est normal au début d'être un petit peu, peut-être un peu plus maladroit, peut-être un peu moins confiant. C'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui a commencé à pratiquer en étant absolument sûr, absolument efficace et professionnel dès la première consultation. C'est normal. Déjà, là, il faut vraiment revoir les bases. Un deuxième point à se rappeler pour gagner en confiance, c'est que on n'est pas là pour ni tout savoir, ni changer la vie de la personne en une séance. Notre rôle, c'est vraiment d'aider au mieux la personne, mais pas d'avoir toutes les réponses du premier coup, ni non plus de résoudre toutes les problématiques de la personne en une séance. C'est une erreur que je faisais beaucoup au début. Si la personne, elle arrivait avec des troubles digestifs, et puis aussi des problèmes de sommeil, et puis aussi des problèmes de peau, et ben je me disais, oh là là, il faut que j'arrive à résoudre tout ça d'un coup, en une séance, parce que la personne, sinon, elle va être déçue, elle va jamais revenir, et voilà, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment qu'à la fin de la séance, paf, je lui ai fait un protocole hyper carré pour résoudre tout ça. Or, bien évidemment, déjà, c'est faux. Et deuxièmement, c'est pas forcément une bonne idée, parce que parfois, il vaut mieux, enfin même souvent, je dis parfois, mais vraiment souvent, il vaut mieux y aller par étapes et résoudre une problématique après l'autre, et souvent, en réglant une problématique, en fait, ça va améliorer les autres aussi. Donc parfois de vouloir un peu s'attaquer à tout en même temps, déjà on submerge la personne de conseils, de recommandations, elle sait plus par où commencer, elle sait plus ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire, et même nous on est un peu perdus. Et en plus de ça, parfois c'est vraiment contre-productif parce que il faut travailler par étapes, il faut avoir une méthodologie et de se dire ok, c'est quoi la problématique principale de la personne, c'est quoi qui l'handicape le plus au quotidien, déjà on va l'aider sur ça, et surtout quelle est la cause commune à toutes ces problématiques. Et en général, on trouve une cause commune et si on s'occupe de ça, là ça va effectivement tout changer dans la vie de la personne, mais ça se fera pas non plus en une seule consultation ou une seule étape. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important à expliquer aux personnes, de leur dire que en une consultation, on va pas pouvoir tout résoudre, c'est évident, mais en revanche, on va vraiment creuser pour trouver la cause du problème et on va travailler ensemble pour que ça puisse s'améliorer au fur et à mesure, mais que ça nécessitera différentes étapes, potentiellement différentes consultations, mais que c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie, surtout si c'est quelque chose que la personne traîne depuis longtemps, ce qui est souvent le cas, on va pas tout résoudre en une séance, et c'est pas non plus notre rôle. Donc il faut savoir que, voilà, déjà une amélioration, même petite, c'est déjà une réussite pour notre client, et encore une fois, le mieux est parfois l'ennemi du bien, c'est-à-dire que plus on va essayer d'en faire, plus ça va être contre-productif, et parfois il vaut mieux y aller plus petit par étape, mais la personne, elle va vraiment pouvoir appliquer, elle va vraiment pouvoir mettre ça en place dans sa vie, et là, il y aura des améliorations. Donc ça, il faut vraiment s'en rappeler, et moi, c'est vraiment une erreur que j'ai fait en début de pratique, donc je sais de quoi je parle. Un troisième point qui peut vous aider à gagner en confiance, c'est de ne pas hésiter à expliquer les choses. Notre rôle, c'est vraiment d'éduquer. On dit souvent que les naturopathes, c'est des éducateurs de santé. Je trouve que cette image, elle est assez belle, parce qu'effectivement, souvent, on est là pour expliquer des choses aux gens, que leur médecin ne prendra pas le temps de leur expliquer tout simplement parce qu'il a pas le temps. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il a pas envie, c'est que les médecins ils ont pas le temps, les consultations c'est hyper rapide, ils ont pas le temps. Donc nous, notre rôle c'est parfois de réexpliquer des bases, des choses qui paraissent parfois évidentes mais que souvent les gens ont oublié parce que soit elles l'ont jamais appris, soit elles l'ont appris il y a beaucoup trop longtemps, par exemple à l'école, depuis carrément elles ont oublié. Et vraiment notre rôle c'est ça. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas la base de leur santé et de leur propre corps, en fait de comment fonctionne le corps. Moi j'ai parfois entendu des choses en consultation où je me disais ah, la personne pense vraiment ça, que par exemple la digestion ça fonctionne comme ça. Je me dis ah oui ok, donc là il y a vraiment du travail d'éducation à faire, et mon rôle c'est pas de juger, de dire à la personne mais vous êtes débile ou quoi, enfin bien sûr que non, ça fonctionne pas comme ça, parce qu'il faut se rappeler que nous si on a ces connaissances là c'est parce qu'on les a cherchées, c'est parce qu'on s'est formé à tout ça. Donc la plupart des personnes elles n'ont pas ces connaissances là, si elles ont jamais creusé le sujet,
bah effectivement elles n'ont pas ces connaissances-là. Donc notre rôle, c'est aussi de leur expliquer les choses et de prendre le temps à la fois de les écouter et de leur expliquer. Et déjà rien que ça, souvent c'est énorme. Moi le nombre de personnes qui m'ont dit en fin de consultation, mais merci en fait d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'expliquer les choses, ça m'a fait un bien fou parce que déjà je me sens compris ou comprise et au moins je comprends ce qui m'arrive grâce à vos explications, je comprends que c'est pas dans ma tête, je suis pas folle, je suis pas fou et je comprends pourquoi j'ai ça et je comprends aussi les solutions. Déjà rien que ça, c'est une énorme partie du travail et ça c'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'a pas toutes les réponses, même si voilà, il faut vraiment se dire que on a toujours des choses à transmettre aux personnes et que c'est déjà un énorme levier d'amélioration. Donc faut pas sous-estimer ces petites choses qui sont finalement pas si petites. Un quatrième point qui peut vous faire gagner en confiance, et ça c'est vraiment un des points qui moi m'a aussi beaucoup aidé, c'est de continuer à se former. Mais attention, je mets toujours un bémol quand je vous parle de se former, il faut pas non plus se former dans une optique un peu de procrastination. C'est-à-dire que le risque qu'on peut avoir, et moi j'ai failli tomber là-dedans en sortant d'école de naturopathie, c'est de se dire ok, j'ai déjà des connaissances mais pas suffisamment, donc je vais continuer à me former jusqu'à ce que je me sente suffisamment experte pour pouvoir pratiquer. Bon ça c'est un piège parce qu'en fait on ne se sent jamais suffisamment expert, et ça je peux vous le dire, bien que je sois naturopathe depuis presque 5 ans maintenant, je passe mon temps à me former et j'ai encore l'impression qu'il me manque mais un gouffre de connaissances. Donc on n'arrive jamais au point où on se dit ça y est, c'est bon, je sais tout, je suis hyper experte dans ce sujet-là, je peux enfin faire des consultations. Ça vraiment c'est faux. Donc bien sûr, il faut continuer à se former parce que ça c'est important. Moi je dis souvent que la formation en naturopathie c'est un très bon socle pour ensuite rajouter des choses dessus. Mais comme n'importe quelle formation, voilà, quelle que soit la formation qu'on ait fait, même si vous êtes médecin, c'est un très bon socle sur lequel il va falloir rajouter des choses par rapport au domaine qui vous intéresse et surtout par rapport aux avancées de la science aussi, puisque chaque année, il y a des nouvelles choses qui sont étudiées ou découvertes au niveau scientifique. Bah là c'est important aussi de se maintenir un petit peu au courant pour tout simplement rajouter des connaissances des cordes à notre arc et s'assurer qu'on est au courant aussi des nouveautés qui se passent. Et puis en général quand on se spécialise dans un domaine, il y a beaucoup de choses à connaître sur un domaine. Si je reprends mon exemple avec le digestif, il y a énormément de choses à savoir, c'est hyper complexe. Moi, ça me passionne, donc vraiment, j'adore me former sur tout ça. Donc ça, c'est important, parce que le fait de se former, ça va permettre de gagner en compétences. Du coup, on va quand même avoir plus de connaissances, plus de compétences, donc on va se sentir beaucoup plus confiant pour accompagner les gens. Par contre, il faut vraiment penser à appliquer ce qu'on apprend au fur et à mesure et ne pas attendre d'avoir fini toutes nos formations avant de pratiquer. Parce qu'en fait, si on se forme en permanence, mais qu'on pratique pas du tout, une fois qu'on aura fini nos formations, et d'ailleurs, spoiler alerte, on n'a jamais fini parce qu'il y en a toujours une nouvelle qui nous tend les bras, ça c'est sûr, eh bien on aura plein de connaissances mais on n'aura pas du tout la pratique. Donc on sera tout aussi dérouté au moment de la première consultation parce qu'on se dira mais en fait j'ai plein de compétences mais j'ai jamais pratiqué, je me suis jamais confrontée entre guillemets à l'humain, à ce que c'est d'avoir vraiment une consultation avec une personne humaine en face de nous, avec tous ses besoins, toutes ses questions, etc. Donc vraiment le fait d'appliquer, déjà ça permet de mieux comprendre ce qu'on apprend. C'est vraiment en pratiquant et en expliquant les choses aussi aux autres qu'on va vraiment mieux assimiler ce sur quoi on est en train de se former. Et puis surtout, la pratique va amener énormément de connaissances, de choses que les formations ne peuvent pas amener. Et ça c'est vraiment un point que j'ai découvert moi en pratiquant énormément. Alors qu'au début, vraiment, je me disais non, je vais d'abord finir mes formations et je me suis un peu forcée à pratiquer. Et j'ai tellement bien fait parce que j'ai énormément appris aussi de la pratique. Mais le fait de continuer à se former, pour moi, c'est un indispensable, quel que soit le format que ça prenne. Ça peut être avec des livres, ça peut être en regardant des webinaires gratuits proposés par de nombreux labos, il y en a beaucoup qui font ça, sur des thématiques différentes. Ça peut être en achetant une formation, ça peut être en suivant une formation en présentiel, en ligne, peu importe, trouvez le format qui vous va, mais l'important c'est de continuer à se former, ça c'est un point hyper important. Ensuite, un cinquième point qui peut vous aider à gagner en confiance, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est de ne pas avoir peur de dire je vais vérifier. Encore une fois, personne n'a réponse à tout, donc faut pas hésiter à dire à son client je vais me renseigner et je vous fais un retour. C'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire, encore une fois, c'est vraiment du professionnalisme. Donc je développe pas trop sur ce point parce que je vous en ai déjà parlé avant, mais vraiment pour moi il est important parce que c'est vraiment
en étant honnête et en disant aux personnes j'ai pas la réponse, par contre je vais trouver la réponse, et ensuite on revient vers la personne en lui expliquant un peu nos trouvailles, ce qu'on a trouvé par rapport à ça. Ça c'est hyper important et c'est vraiment du professionnalisme. Donc voilà pour ce point. Un 6e point qui peut vraiment vous aider à gagner confiance, c'est de ne pas rester seul avec votre raisonnement. C'est important de quand on commence à pratiquer en tant que naturopathe ou autre thérapeute, de pas hésiter à discuter avec des collègues, de pas hésiter à poser des questions au labo, de participer à des groupes d'échange, voilà, vraiment, pour moi l'isolement est un peu un frein à la progression. Et s'entourer, ça permet de progresser 10 fois plus vite, parce que parfois on tourne en boucle avec une question dans notre tête, on se dit est-ce que je devrais commencer par ça ou par ça, pour telle personne avec telle problématique, et puis j'ai peur de faire une erreur, et là on pose la question à quelqu'un qui soit va pouvoir nous dire oui ça c'est une bonne idée mais pense aussi à ça, etc. Ou soit va pouvoir nous dire ouais moi je ferais pas du tout comme toi par exemple, et après on n'est pas obligé de suivre non plus ce que nous dit l'autre personne, mais par exemple la personne peut nous dire mais fais attention parce que là peut-être que la personne elle a ça et du coup si tu fais ça va plutôt être faire plus de mal que de bien, etc. Et une chose auquel on n'avait pas forcément pensé, tout simplement parce que quand on a la tête dans le guidon, on réfléchit pas forcément très bien et parfois on peut passer à côté de certaines choses, et donc ça fait du bien aussi de pas hésiter à échanger avec d'autres personnes. Alors attention, il faut pas non plus tomber dans le travers de absolument faire valider tout ce qu'on fait. Faut pas non plus se dire je suis incapable moi-même de réfléchir correctement, de proposer un protocole correct à une personne ou de une prise en charge correcte, donc je vais absolument demander l'avis de tout le monde pour tous les cas que j'ai à prendre en charge. Ça c'est aussi il faut faire attention à ça, il faut aussi se faire confiance parfois et se dire ok là soit je demande pas, je me fais confiance, je suis à peu près sûre de moi, donc j'y vais, je demande pas l'avis, ou parfois on va demander un avis et il y a plein de personnes qui vont nous donner des avis différents. Du coup on va être perdu, on va se dire en fait je fais quoi parce que personne n'est d'accord, là je sais plus. Dans ces cas-là il faut aussi se faire confiance. Il faut se dire que si on a eu une intuition au début, si on a pensé à prendre telle direction, c'est pas pour rien, et il faut vraiment trouver cet équilibre entre discuter avec des collègues, échanger, poser des questions, mais pas non plus se laisser submerger par tout ça ou se dire qu'on n'est pas du tout capable d'agir tout seul. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre entre se faire confiance et en même temps ne pas hésiter à demander, parce que aussi ce qui est intéressant c'est que certains collègues auront peut-être d'autres expériences parce qu'ils auront vu d'autres personnes en consultation et ils pourront vous dire moi j'ai eu tel cas il y a pas longtemps et puis j'avais fait ça avait bien marché, ou moi j'ai eu tel cas et fais attention parce que j'avais pas pensé à ça mais finalement j'ai un peu fait une erreur, ou en tout cas ça a pas trop marché pour la personne donc on a dû revoir assez rapidement le protocole, donc pense à ça, etc. C'est juste dans ce sens-là un peu cette espèce d'intelligence collective qui peut quand même être hyper intéressante et très pertinente, sans non plus, encore une fois, tomber dans le travers de se dire que il faut absolument demander l'avis de tout le monde avant d'agir. Un 7e point qui peut aussi vous aider à gagner confiance en consultation, c'est de poser plus de questions que vous ne donnez de réponses. J'ai dit bien sûr au début qu'on a un rôle d'éducateur de santé, et c'est vrai, je pense qu'on est là aussi pour expliquer les choses aux personnes et vraiment leur rappeler parfois certaines bases qui ont été oubliées. Mais il faut pas non plus tomber dans le travers de faire un cours magistral à la personne. Un bon naturopathe, c'est aussi une personne qui est capable de poser les bonnes questions pour aider son client aussi à comprendre ce qui se passe. Parfois, il faut aussi, les personnes, elles prennent aussi conscience de certaines choses juste en répondant à nos questions. Et donc, plus on va creuser avec des questions ouvertes, plus notre client, il va aussi repartir avec une prise de conscience. Et nous, on va repartir avec encore plus d'informations, ce qui vont nous aider aussi à faire vraiment une prise en charge efficace. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre poser des questions et en même temps expliquer les choses à la personne, mais il faut vraiment pas oublier de poser les bonnes questions. Il faut pas s'arrêter si la personne nous dit oui j'ai souvent des ballonnements. C'est toujours le symptôme que je reprends parce que c'est vraiment le symptôme qui revient le plus souvent. On va pas juste se dire ok vous savez que les ballonnements ça peut être dû à ça et on va pas tout expliquer non plus. D'abord on va creuser. On va se dire l'idée c'est vraiment de poser plein de questions. Déjà en général ça fait du bien à la personne parce qu'elle se sent écoutée, et nous ça nous permet vraiment de creuser de manière pertinente. Donc faut pas hésiter et il faut se sentir à l'aise. Moi ce que je faisais aussi
aussi, c'est qu'au début des consultations, comme je savais que j'allais quand même poser beaucoup de questions à la personne, et sûrement des questions qu'on lui avait jamais posées et avec lesquelles elle allait peut-être pas être super à l'aise, je l'expliquais dès le début. Je lui disais, voilà, je vais vous poser énormément de questions, sûrement des questions qu'on vous a jamais posées, peut-être des questions qui vont vous mettre un peu mal à l'aise, où vous allez vous dire, mais pourquoi elle me demande ça? Mais dites-vous bien que, déjà, si vous n'avez pas envie de me répondre, vous n'êtes pas obligé, hein, on est vraiment dans un climat de confiance, hein, je posais déjà ça sur la table dès le début. Mais surtout, je leur disais que moi, derrière chaque question, ça me permet vraiment de mener l'enquête, et que je fais mes propres réflexions derrière, et ça me permet vraiment de bien creuser pourquoi elles ont cette problématique pour pouvoir mieux les accompagner ensuite. Et après, du coup, ça permet de se sentir aussi plus à l'aise, parce qu'effectivement, il y a certaines questions qu'on pose en naturopathie où nous-mêmes, on n'est pas forcément super à l'aise pour les poser, et la personne en face peut être aussi un peu dérangée. Donc dans ces cas-là, ça permet aussi, voilà, de dire, ok, on est là pour ça, je vais vraiment vous poser beaucoup de questions. Si ça vous dérange, vous ne me répondez pas, vous n'êtes obligé de rien, mais moi ça m'aide quand même beaucoup à creuser et à vraiment avoir une vue d'ensemble la plus globale possible, la plus pertinente possible, et donc ça me permet d'avoir une meilleure prise en charge. Donc faut vraiment pas hésiter à creuser les choses, dites-vous bien que les gens ils sont là pour ça, que vous n'êtes pas là pour les embêter ou les déranger, mais c'est votre rôle aussi, et c'est justement ce que parfois, encore une fois, les médecins n'ont pas le temps de faire. Donc nous, on est là aussi pour ça, on a le temps. Une consultation, ça dure quand même en général 1 heure, 1 heure et demie. Moi, souvent, ça durait plus d'1 heure et demie. En tout cas, la première. Donc on est là pour ça, on est là pour vraiment poser des questions. Mais il faut trouver ce juste équilibre. Parce que si on pose que des questions à la personne, mais qu'on lui explique rien, c'est un peu perturbant aussi. La personne, elle peut un peu avoir l'impression après de ressortir d'un interrogatoire de police et avec zéro information. Donc faut trouver bien sûr ce juste équilibre, mais faut pas hésiter à poser des questions. C'est aussi ça qui va vous donner confiance, parce que ça vous permet de creuser, ça vous permet d'avoir le plus d'infos possible, et ça va aider à la fois votre client et vous. 8e point qui peut vous aider à prendre confiance, c'est de créer vos propres repères. Parce que je sais qu'au début, quand on pratique, on suit un peu le protocole qui nous a été donné en formation. Si un protocole de consultation nous a été donné, en tout cas on essaye un peu de suivre des trucs un peu génériques. Le mieux c'est, mais ça vient aussi avec la pratique, mais le mieux c'est vraiment de développer vos propres méthodes d'analyse et de prise en charge. Et ça vous aidera aussi à pas avoir l'impression de répéter ce qu'on vous a appris, mais d'être vraiment acteur de votre pratique. Et vous avez le droit de modifier le format de l'anamnèse, vous avez le droit de choisir les questions que vous allez poser, celles que vous n'avez pas posées. Enfin voilà, il faut pas hésiter non plus à se créer sa propre façon de faire, à sortir peut-être du cadre pur et dur de la naturopathie. Moi je sais qu'aujourd'hui ce que je pratique c'est pas de la naturopathie pure et dure, et c'est comme ça, c'est ok, parce que c'est ma façon de faire, et voilà. L'important c'est toujours bien sûr de garder en tête de ne pas nuire à la personne, c'est vraiment le principe même de la naturopathie, en premier, ne pas nuire à la personne, mais vous avez le droit de pratiquer un peu de la façon que vous souhaitez, en gardant toujours ça en tête bien sûr, de ne pas nuire à la personne, de ne pas faire de bêtises, mais en tout cas vous n'êtes pas obligé de suivre absolument un protocole hyper précis parce que c'est ce qu'on vous a expliqué. Si celui-ci ne vous convient pas, et qu'au contraire, comme il vous convient pas en consultation, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes pas, c'est pas fluide, changez-le et faites votre propre façon de faire. Tant que vous restez encore une fois dans un cadre éthique, déontologique, et qui reste de la naturopathie, ou quelle que soit votre pratique, c'est ok, et ça vous permettra effectivement d'être beaucoup plus à l'aise. Moi j'ai beaucoup modifié mon anamnèse, il y a des choses sur lesquelles je me dis mais pourquoi je me mets cette question-là maintenant, et je sais que c'est ce qu'on m'a dit, mais moi je trouve pas ça pertinent. Voilà, vous avez aussi le droit de modifier un petit peu comme vous voulez. 9e point pour vous aider à prendre confiance en consultation, c'est bien sûr de dédramatiser l'erreur. C'est évident qu'on va dire des choses maladroites, on va peut-être faire des recommandations qui seront pas adaptées à 100%, on va peut-être avoir des oublis, faire des erreurs, et c'est ok. Dites-vous bien que même les médecins, parce que je sais qu'on met souvent les médecins sur un piédestal, ce qui est ok, parce que moi j'ai énormément de respect pour les médecins, mais en fait les médecins ils n'en restent pas moins humains, et eux aussi ils font des erreurs, parfois des erreurs très graves, il y a des erreurs médicales qui ont tué des gens. C'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de dire, on est humain. Alors nous, notre objectif, c'est de ne surtout pas en arriver là. Normalement, nos recommandations ne peuvent pas impacter la vie des gens, vraiment sur le côté vital, mais c'est ok parfois de faire des erreurs, et il faut pas... dites-vous que vous allez en faire quoi qu'il arrive. Je sais que c'est pas forcément facile, parce que moi, c'était un truc où je me disais, non, je ne veux pas faire d'erreur. Je veux pas faire d'erreur, c'est comme ça, c'est trop dangereux, ou en tout cas, voilà, c'est trop, je veux pas faire d'erreur.
Bon bah spoiler alert, j'en ai fait. Mais le truc c'est que ce qui compte c'est d'apprendre et d'ajuster au fil des suivis. Et c'est de se dire aussi, bah ok là j'ai fait une erreur, bah c'est pas grave, je vais en tirer les conclusions nécessaires et surtout je vais en tirer les leçons nécessaires et donc la prochaine fois je la ferai plus cette erreur. Ça c'est sûr. Si un jour vous êtes trompé, vous avez donné une recommandation qui n'était pas adaptée à quelqu'un, ben, la fois d'après, vous allez vérifier 2 fois de suite pour être sûr que la recommandation que vous donnez à la personne, elle est adaptée. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi, c'est en faisant des erreurs et en ajustant au fil du temps et on devient encore plus précis sur des choses. Et juste, voilà, on est humain, on va faire des erreurs. Donc ça, c'est un point qui est important de dédramatiser l'erreur, ce qui veut pas dire qu'il faut y aller un peu... comme ça, en se disant bon bah on verra bien et puis c'est pas grave si je fais des erreurs. Bon j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas votre cas, on a toujours envie de bien faire et en plus il y a quand même des erreurs qui peuvent bien sûr avoir des conséquences sur la santé des personnes, donc j'en reviens à un de mes conseils précédents, si vous avez un doute, notamment si la personne prend un traitement médical ou quoi, là on n'hésite pas à vraiment vérifier, à appeler les laboratoires de compléments alimentaires par exemple, en leur disant mon client ou ma cliente prend tel ou tel médicament, est-ce que je peux quand même lui recommander votre produit X ou Y? Et les labos sauront vous dire, eux ils jouent pas non plus avec ça, en général ils ont vraiment les infos. Donc déjà on n'hésite pas à demander de l'aide si besoin, mais ça n'empêchera pas de faire des erreurs. Et c'est ok. Et voilà, l'important c'est aussi d'être capable de le reconnaître, de pourquoi pas dire à la personne mais je suis désolée, là effectivement j'ai fait une erreur, j'ai pas fait attention à ça ou j'avais pas l'information sur ça, je ne savais pas. Bon bah je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois, je vais trouver une solution à cette erreur et je vais faire en sorte effectivement que ça ne se reproduise pas et voilà. Mais encore une fois, nous sommes humains, il faut pas l'oublier, on n'est pas des robots. Et j'en arrive à mon 10e point qui peut vous donner confiance en consultation, c'est de prendre du recul et de vous dire que vous êtes plus compétent que ce que vous croyez. Ça c'est un truc où j'ai eu du mal et heureusement moi j'ai plusieurs amis naturopathes qui étaient plus expérimentés que moi, qui m'ont répété au début de ma pratique. Mais souvent en fait on ne voit que tout ce qui nous manque, toutes les connaissances qui nous manquent, toute l'expérience qui nous manque et on oublie de revoir déjà tout ce qu'on maîtrise. Donc il faut pas oublier que on a déjà énormément de compétences, de connaissances, d'expérience, même si vous débutez dans votre pratique, et que ce qui nous semble évident et donc on ne considère même pas quasiment comme une compétence, bah ça l'est pas forcément pour nos clients. Et donc on sera quand même capable de l'aider quoi qu'il arrive. On sera quand même capable de le faire passer d'un point A à un point B, même si effectivement on n'est pas le plus expert ou le plus compétent du monde, c'est tout à fait ok. Parfois en plus on croit qu'on manque de compétences, mais en fait on sous-estime juste la valeur de ce qu'on sait déjà, parce que on oublie de se remettre un peu au niveau débutant. Nous on a acquis quand même beaucoup de compétences, une expertise, en termes de connaissances et pour nous ça nous paraît normal, c'est notre nouvelle norme en fait, c'est notre nouvelle base, mais on oublie qu'il y a quelques années on n'avait pas toutes ces connaissances, donc on a déjà acquis énormément de connaissances, de compétences, d'expérience, etc. Donc il faut pas hésiter à se rappeler ça et se dire que même parfois quand en consultation on a un peu des clients experts, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont l'impression de déjà tout savoir et ils ont déjà testé plein de trucs, ça en général c'est ceux qui nous font le plus douter, mais même avec ces personnes-là il faut se rappeler que parfois ils ont un peu ce même biais, c'est-à-dire qu'ils sont tellement clients experts qu'ils ont oublié les bases et donc parfois ils mangent n'importe comment parce qu'ils se sont trop focalisés sur la gestion du stress par exemple. Il faut pas oublier que même ces personnes-là, on va pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre, on va pouvoir vraiment leur apprendre des choses, leur faire prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, il faut pas vraiment sous-estimer les compétences qu'on a et vraiment se rappeler ça, se rappeler que même si nous aujourd'hui on se trouve nuls, c'est parce que vraiment on ne voit que ce qui nous manque, mais on oublie tout ce qu'on a déjà. Et on a vraiment en général déjà pas mal de connaissances, en tout cas de quoi aider une personne, ça c'est évident. Voilà pour mon 10e point. Avant d'en arriver à la conclusion de cet épisode, comme convenu, je voulais vous reparler des produits Pianto, et particulièrement de leur gamme Pianto Biotique, qui est une gamme de compléments dédiés à toutes les problématiques du quotidien, allant de l'immunité à la digestion, en passant par le stress ou la circulation sanguine. Leur gamme Pianto Biotique a été entièrement retravaillée et la nouvelle formule est plus concentrée et moins sucrée, et son format est plus économique. Et qui dit printemps qui arrive, dit soutien du foie, bien sûr. C'est la saison parfaite pour soutenir son petit foie. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites attention à votre alimentation, vous prenez soin de votre microbiote, etc. Et c'est très bien, mais est-ce que votre foie suit le rythme? Le foie, c'est lui qui filtre tout, les toxines, les polluants, les excès alimentaires, etc. Et s'il est saturé, ça peut vite se ressentir, par exemple avec une digestion un peu difficile, une fatigue chronique, des maux de tête, un teint un peu brouillé, etc.
etc. etc. C'est pourquoi moi j'utilise le Pianto Biotique Foie, qui est un mélange de plantes drainantes, notamment pissenlit, chardon-marie, artichaut, et de vitamine B qui soutiennent mon foie, l'aident à se régénérer et facilitent aussi la digestion des graisses. Ma petite astuce, c'est que je l'intègre dans ma routine dès que je ressens un ralentissement digestif ou un petit coup de mou. Et le Pianto Biotique Foie, il est super facile à ajouter sur une salade de fruits par exemple ou du yaourt végétal parce qu'il a un petit goût sucré qui va ravir vos papilles. Ça permet vraiment de prendre soin de soi sans avoir l'impression de prendre des comprimés ou des choses qui peuvent être parfois un petit peu contraignantes. Et le résultat de tout ça, c'est que j'ai plus d'énergie, moins de lourdeur et une digestion optimisée. Et vous pouvez aussi profiter du Pianto Biotique Foie avec 10% de réduction avec le code Pianto10 pour pouvoir tester tout ça vous aussi. Rendez-vous sur le site pianto.fr. J'en arrive donc à la conclusion de mon épisode. Donc pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, parce que j'avais visiblement beaucoup de choses à dire sur tout ça, parce qu'étant moi-même passée par là, je sais à quel point ça peut être pas évident. Donc vraiment, pour vous rappeler les points clés, le doute est normal, mais il ne doit pas vous bloquer. La confiance, elle ne vient pas avant de commencer, mais elle se construit vraiment avec la pratique. Rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas là pour être parfait, ni pour avoir réponse à tout, mais pour accompagner votre client du mieux possible. N'hésitez pas à expliquer, à poser des questions et à structurer vos consultations comme ça vous convient, et de vous rappeler aussi que ce qui vous semble basique à vous est souvent une révélation pour votre client. Ça vraiment, ça m'est arrivé plein de fois en consultation où je réexpliquais des choses qui moi me paraissent tellement basiques et la personne me regardait avec des yeux ronds en me disant « mais je savais pas ça, mais c'est génial, mais pourquoi j'étais pas au courant avant ?» Tout simplement parce que les informations sont pas forcément toujours disponibles là si on va pas les chercher nous-mêmes. Ensuite, n'hésitez pas à continuer à vous former sans tomber dans le piège du perfectionnisme, mais vraiment de continuer à vous former pour avoir une base de connaissances solide. Et puis aussi, ne restez pas seul, n'hésitez pas à échanger avec d'autres naturopathes, à demander de l'aide, à poser des questions au laboratoire, etc. On progresse quand même beaucoup plus vite à plusieurs. Et si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai une formation qui est gratuite qui s'appelle Les clés pour une consultation digestive efficace. C'est une formation sur 5 jours que j'ai créée pour les naturopathes et professionnels du soin qui accompagnent des personnes souffrant de troubles digestifs et qui veulent élever leur pratique à un niveau supérieur. Cette formation, elle est entièrement gratuite et je vous mets le lien en description de l'épisode si vous souhaitez la retrouver. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en m'envoyant un petit message sur Instagram. Ça me permet aussi de savoir les épisodes qui vous plaisent, qui sont les plus pertinents pour vous. Si vous avez des questions ou un retour à me faire sur cet épisode, ce sera avec grand plaisir, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à partager cet épisode à un ou une amie naturopathe qui galère aussi avec sa confiance en soi en consultation. Encore une fois, on est tous passés par là. Et puis si cet épisode vous a aidé, pensez à me mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et rappelez-vous bien, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc vraiment, lancez-vous, pratiquez. Et devenez le naturopathe ou la naturopathe que vous voulez être, si je peux vous faire un peu une tagline développement personnel. Vraiment, dites-vous que là où vous en êtes aujourd'hui, vous regarderez ça en arrière d'ici quelques mois, quelques années, et vous aurez de la compassion pour le vous de maintenant, parce que depuis, vous aurez gagné beaucoup de confiance et ça ira beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà, soyez gentils aussi avec vous-même. Et lancez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.